Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dan Lipasco, Dan Lipasco. On continue donc et là on est toujours sur cette notion de la méthode Silva pour le business. Donc business, que vous soyez vous-même responsable d'une entreprise, que vous soyez juste salarié d'une entreprise, ça fait partie d'un business, etc. Lee a fait une très bonne remarque sur la fin de la précédente vidéo, qui dit, pour les vendeurs, ou en tout cas pour les personnes qui vont être en lien avec les autres, c'est important d'avoir ce rapport d'intuition, de se dire, tiens, peut-être que je vais avoir plus d'informations, plus de capacité à capter la personne en face de moi, et ce qui n'est pas dit, je vais peut-être pouvoir le sentir et le mettre en avant et dire, peut-être que ça vous intéresse, et toucher juste, et donc créer de l'intérêt chez la personne, et potentiellement une vente. Il est intéressant, et là on complète avec ce que fait la méthode Silva, de vous souvenir ce qu'il y a en hypnose et en PNL, qui est le mirroring pace lead. D'accord? C'est cette notion de rapport, ce que nous en français on appelait le rapport, créer un rapport avec l'autre. Ce n'est pas anodin. L'idée derrière, et alors pour moi le plus important n'est pas le lead, mais c'est le pace, c'est suivre le rythme de l'autre. Et si on prend la méthode Silva, c'est de se dire, je suis dans mon intuition, je suis dans l'écoute de ses gestes, de ses regards, il regarde tel produit ou tel autre, il évite telle chose, je parle de telle somme d'argent et je vois qu'il y a ça stresse, alors peut-être que je vais devoir faire un discount. Mais c'est pas, on pourrait avoir l'impression que le vendeur est celui qui parle sans cesse, qui est en lead. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il y en a qui le sont, ils sont très bons. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi bons, voire meilleurs, parce qu'ils écoutent. Ils écoutent et donc ils savent quoi proposer, comment le proposer, sur quoi appuyer. Si quelqu'un, vous voyez qu'il est focus que sur un type de produit très techno ou très truc, vous allez appuyer là-dessus. Si c'est quelqu'un qui est plus orienté vers l'argent, vous allez faire attention de lui proposer un produit qui va dans ce qui lui convient et pas qui se sentent dire « Ah, mais ça me plaît, mais c'est trop cher » et qui soit en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. Et tout ça, vous le faites par mirroring pace lead, donc tout ce qui est rapport, et votre intuition, votre capacité à être beaucoup plus connecté à l'autre, d'être plus en phase avec l'autre, d'être plus connecté aussi avec ce qui se passe dans votre tête. Tiens, j'ai remarqué ça, tiens, j'ai remarqué ça. Et là aussi, quand on dit progresser, on parlait des cas sur la précédente vidéo, mais progresser sur votre intuition, c'est aussi se dire, tiens, allez, je tente de lui parler de ça. J'ai l'impression que c'est ça. Tu as peut-être tort, c'est pas grave. Mais quand dans la journée, tu auras eu 40, 50, 100 personnes et que tu auras peut-être, 70% de feeling était bon, tu vas faire confiance de plus en plus à ton intuition. Et ça, c'est un vrai plus. Et oui, et ça me rappelle, quelque part, il y a un livre, Silva, je ne sais plus lequel, il y en a tellement, mais il y a tout un chapitre où on interviewe une diplômée Silva, femme qui était dans l'immobilier, et elle vendait toujours 2-3 fois plus que ses collègues. Et on disait, mais comment, etc. Je dis, mais je n'ai pas des techniques, je n'ai pas quelque chose que je fais comme ça, mais j'arrive devant le client, pas en me disant, je veux absolument vendre cette maison à ce client. J'arrive en disant, qu'est-ce que les clients cherchent? Et si la maison que j'ai, c'est pas ce qu'ils veulent, je vais le dire. Mais non, en fait, je crois pas que ça va arriver. Et je suis honnête, mais je dis, mais j'ai autre chose qui pourrait être beaucoup plus, justement, dans votre budget ou dans la région que vous cherchez, etc. Et là, les gens sentent tout de suite qu'elle est là pour les aider à trouver ce qui est bien pour eux et n'est pas là pour pousser un produit. Et ça, c'est un grand problème avec beaucoup de vendeurs et les gens le sentent. On sent tout de suite, si on pousse trop, on dit non, merci, et on part. Mais si on sent vraiment, cette personne veut m'aider à trouver la même chose pour moi, ça change tout. Et là, souvent, c'est l'intuition qui aide. Ouais, mais là encore, j'ai fait de la vente pendant un paquet de temps dans plein de trucs et c'était quelque chose où moi, je me débrouillais plutôt bien. J'étais bon vendeur parce que j'adorais me dire, mon but à moi, c'est de trouver ce qui convient. Et pas, je dois vendre à tout prix. Exact. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai que je vendais des choses moins,
qui allait faire un panier qui était plus bas. Donc, en gros, la personne, on va se dire, elle était prête à dépenser 100 euros. Et puis, moi, par rapport à ce que j'avais comme intuition, par rapport à l'écoute, par rapport à ce que je connaissais des produits, je me dis, bah non, en fait, le produit à 40 balles, à 40 euros, ça va très bien. Et je préférais dire, bah non, non, allez plutôt là-dessus parce que ça répond réellement à un truc et c'est moins cher. Ce qui a été intéressant, c'est de constater que les gens revenaient me voir parfois avec leurs enfants ou d'autres personnes, ou même eux-mêmes, simplement, me redemander pour refaire une vente. Et du coup, ça se trouve, là, il avait 100 euros à dépenser le mardi, il revient 10 jours plus tard, et là, en fait, je lui ai vendu 40 euros, mais il se donne encore 100 ou 200 euros dans le truc. Et là, on touche à peu près ça. Et au bout du compte, j'avais des paniers sur le mois ou sur les 6 mois avec ces gens-là qui étaient plus importants que si j'avais vendu en one shot, en un seul coup, quelque chose qui était plus élevé. Et bien sûr, je comprends très bien en fin de mois ou en fin de trimestre, ça dépend comment sont payés les vendeurs, qu'on a envie de faire de la vente parce qu'on se dit je m'en fous, ce que je veux c'est avoir ma prime, je veux avoir mon accélérateur, je veux avoir mon incentive, je veux avoir tout ça. Et si je comprends très bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant, alors encore plus quand c'est votre business à vous, quand c'est sûr quand on bosse pour une boîte, hormis les accélérateurs qu'on peut avoir pour nos commissions, c'est pas toujours hyper fou, mais mine de rien, ça nous donne aussi un rapport au quotidien. Et là, on revient sur la pénibilité du travail et tout. À partir du moment où on a des gens qui viennent nous voir, ils ont le sourire, ils ont confiance en nous, ils disent j'aime bien venir là, qui t'envoie du monde, qui te dit demandez ce vendeur-là. Au bout du compte, ton boulot, c'est pas des gens qui font la gueule, qui sont pas contents, qui disent encore un vendeur qui va me vendre des trucs pour rien. On reprend de la qualité. Et même, là encore, hein, on est au début de la hiérarchie avec parce qu'on fait aussi la mise en rayon, donc on est vraiment au début de la hiérarchie des entreprises. Et pour autant, on a des gens qui sont contents et qui nous valorisent dans le travail que l'on fait. Et tout ça, c'est d'un peu d'intuition, un peu d'écoute, un peu d'attention. Et au lieu de se dire, oui, je dois vendre pour vendre, on modifie, bien sûr, notre état d'esprit par rapport à, et notre quotidien, il devient beaucoup plus agréable parce que on crée plein de choses. Et si on reste dans l'état d'esprit José, c'est donner un monde meilleur. Les gens sont contents parce qu'ils se disent, cette personne-là ne va pas m'arnaquer parce que j'avais 100 et il m'a vendu un truc à 40. Et en même temps, il va y avoir un plaisir de l'échange, ça va aller plus loin, etc. Et tout ça, c'est vraiment dans l'état d'esprit utiliser du Silva Business. Alors, hop. On est là. Donc, faites confiance, voilà, pour revenir sur l'idée, à l'ouverture d'esprit, la créativité. Faites confiance en ce que vous mettez en place. Alors, ouais, ça, j'ai bien aimé. C'est une partie où il parle Orient-Occident, la rencontre des deux, parce que comme vous le savez, moi, c'est un des éléments que j'aime bien mettre en avant souvent avec la méthode Silva, c'est que c'est une méditation dynamique, ce qui est déjà un petit peu différent de la méditation, on va dire, plus passive, bien sûr qu'elle n'est pas complètement passive, hein, mais de l'Orient, et le côté très occidental de sa méthode. C'est vraiment une méthode de développement et de méditation de l'Ouest, et pas forcément orientaliste. Donc, la méthode Silva est de plus en plus utilisée dans les pays du monde oriental. Je suis un homme d'Occident. La réaction des populations orientales face à cette approche occidentale m'intéresse. Il y a plusieurs années, mon collaborateur d'écriture, le Dr Stone, s'est rendu à Tokyo, à l'invitation du coordinateur local de la méthode Silva, Bill Sasaki, pour introduire la formation en anglais avec une traduction simultanée en japonais. Voici un aspect intéressant de son expérience. La classe comprenait des universitaires et des gens des médias, quelques hommes d'affaires et un ou deux chefs religieux. Oui, à savoir qu'au Japon, les chefs religieux, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle sectes, mais ça n'a pas le même sens que nous, en anglais, hein, c'est culte, ça n'a pas le même sens, c'est des petites religions. Bon, ils se font quand même beaucoup d'argent, hein, mais c'est très classique. En fait, il y a une loi au Japon qui autorise beaucoup ça, donc ils savent faire du business, ils cherchent quand même à faire du business, c'est-à-dire à vendre leur religion, leur spiritualité. Une fois la formation terminée, les diplômés ont organisé un banquet pour célébrer l'événement. Chacun s'est levé à son tour pour prononcer un discours.
Mon traducteur simultané travaillait désormais en sens inverse, convertissant leur japonais en anglais pour que je puisse comprendre. Traduction. J'ai été stupéfait. Chaque diplômé a loué la formation d'un point de vue spirituel. Ça, c'est intéressant. Parce que on sait que José, il est ultra spirituel. Que la méthode, il a fait en sorte d'éviter qu'on rentre dans de la spiritualité. Même si on peut rentrer dedans. Mais ce que nous, on a aimé, et on vous en a beaucoup parlé avec Lee, c'est qu'il a ses idées, il a ses convictions, il a sa religion. Et il ne l'impose pas. Et il ne veut surtout pas l'imposer. Il ne veut pas que la méthode soit orientée vers une religion ou un culte ou une façon de fonctionner. Il veut vraiment que ce soit... Il y a un principe assez universaliste dans son cheminement. Donc, il se sentait éclairé, illuminé, plus proche de la divinité. Pas un seul mot scientifique n'a été prononcé. Il décrivait une expérience mystique et, ce faisant, faisait allusion à moi comme un mentor et à José Silva comme quelqu'un d'encore plus élevé. Intéressant. Bien qu'il n'y ait généralement pas de réaction de ce type en Occident, ça c'est vrai. Peut-être que Lee pourra nous dire quelque chose qu'elle a observé, mais en tout cas c'est intéressant. Il règne une... Ouais, dis-moi. Surtout pas, hein, des individus peut-être, mais ça c'est extraordinaire, oui. Oui, parce que ça tu l'as jamais eu, tu n'as jamais eu un... Quoi, peut-être que tu as eu, mais est-ce que dans tes retours de tous ces quelques petites années d'enseignement, tu as eu des personnes qui ont ressenti une espèce de... le feedback que tu avais était plus mystique, j'allais dire, plus spirituel qu'il n'était matériel. Tu l'as eu ça comme type de retour en France ou en Angleterre? En France et en Angleterre, très, très peu. Après, quelquefois, les gens m'écrivent ou me disent personnellement, mais pas en tant que groupe. Un tout petit peu quand même plus à Koweït. Parce qu'à plusieurs reprises dans le séminaire, il y avait des « Ah, mais nous, on fait ça dans notre religion. » Et donc, ils ont tout de suite connecté quelque chose en Sylvain à leur religion. Donc, pas forcément la façon de prier, la façon de changer des émotions, etc. Et pas forcément, justement, tous les trucs qui étaient techniques physiques, quoi. Mais, donc là, c'est amusant parce que... Du Japon, mais quand même un petit peu plus. Un peu les deux, si tu veux. Nous, c'est ce qu'on appelle le Moyen-Orient, hein, donc c'est pas tout à fait l'Orient. Exact, c'était exactement ça. C'était au milieu du Moyen-Orient. Intéressant. Pas un seul mot scientifique n'a été prononcé. Il décrivait une expérience mystique. Oui, pardon, là c'était juste avant, paf. Non, oui, c'est ça. Ok, pardon, excuse-moi. Il règne une euphorie indéniable lors des remises de diplômes. Les individus, jeunes et moins jeunes, ressentent une exaltation à l'idée de pouvoir fonctionner de manière démontrable en tant que clairvoyant. C'est une expérience transcendante. Elle transcende notre sens occidental conventionnel de la séparation et les limites du temps et de l'espace. Nous vivons une époque de l'histoire où l'Orient spirituel devient plus matériel et l'Occident matériel devient plus méditatif. Peut-être que les deux finiront par se rejoindre. Peut-être que l'Orient, axé sur le cerveau droit, et l'Occident, axé sur le cerveau gauche, se rencontrent au centre, au niveau alpha. C'est poétique. Comme le dit le Dr Stone, ici, à Hawaï, il était de Hawaï, Robert? Il était hawaïen? Pas non-stop, mais je sais pendant un moment, il a vécu à Hawaï. Il a vécu à Hawaï, ok. C'est un État des États-Unis. Oui, tout à fait. Et en plus, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, parce que je ne comprenais pas, je me posais la question comment il y avait le lien avec le Japon, parce que c'est pas évident de rentrer avec les Japonais, par exemple. Moi, quand j'y suis allé, j'ai fait de l'hypnose de rue là-bas. C'était une expérience. Ça n'a pas très bien marché, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et en fait, les Japonais étant très, très disciplinés, tu leur demandes de lever les bras et que les mains se rapprochent, t'inquiète que les mains se rapprochent. Ils sont ultra disciplinés, ils suivent ce qu'on dit. Donc ils comprennent, mais ils ne comprennent pas trop le phénomène hypnotique, c'est un peu compliqué. Bon, bref. Et Hawaï, en fait, tu sais que les Japonais, ils passent beaucoup, alors peut-être moins maintenant, mais
ils ont ce qu'ils appellent la Golden Week, qui est une semaine en août, qui est leur semaine de vacances. Parce que tu sais, ils ont 2 ou 3 semaines, mais ils n'en ont pas beaucoup. Et souvent, ils partent à Hawaï, parce que Hawaï, c'est pas trop loin du Japon. Donc, ceci peut expliquer cela de comment Robert, qui était à Hawaï, a pu avoir des contacts avec le Japon. Et tu vois, d'ailleurs, le prénom du coordinateur, je me disais Bill, ça fait pas très japonais. Mais un Bill Sasaki qui habite à Hawaï et qui a une descendance japonaise, il y en a beaucoup, du coup. Et donc, il devait y avoir des liens. Alors, où est-ce qu'il est le Hawaï? Ici, voilà. Ici, à Hawaï, où l'Orient rencontre l'Occident, notre mot pour désigner le sentiment d'unité ou de communion est aloha. Classique, on connaît. Il suffit de se mettre une anse, handle, au haut de oneness, unité, et on obtient alpha. Oula. Ok, bon, c'est un peu trop. Quoi? J'ai pas compris. Ouais, moi non plus. Donc ça, la traduction doit pas être terrible. Ah, c'est la traduction. Ok. C'est quoi en anglais? Tu as la version anglaise là? Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai ici. Alors, here in Hawaii, where East meets West, our word for the feelings of oneness or togetherness is aloha. Oui. Just put a handle on the O for onness and you get alpha. Ah, ok. Donc, il veut traduire le mot, transmettre le mot aloha en alpha. En alpha. Oui. Bon, c'est mignon, mais oui. Bon. Mais par contre, l'idée est intéressante de se dire l'état méditatif, l'état en alpha est un état où on se retrouve tous et où nos différences culturelles, sociales et autres disparaissent parce qu'on est un état qui est commun et qui est un état, et on revient à ce qu'on disait sur la précédente vidéo, qui est certainement moins égotique. Et donc, moins égotique, moins mangé par nos cultures et nos familles, nos spiritualités et autres. Ce qui voudrait dire qu'en trans, on serait plus ouverts et universels les uns avec les autres. On pourrait garder ça en tête. Alpha est une prise sur la créativité, d'où qu'elle vienne. Bon, ça, je trouve que c'était intéressant comme petite partie du texte. Alors, elle peut être utilisée par le cadre clairvoyant pour s'éloigner des situations problématiques et se diriger vers des situations de solution. Par situation de solution, nous entendons une direction qui bénéficiera à tout le monde, la direction la plus bénéfique, constructive et créative. Mince, je sais plus. J'avais dû lire ça, dans tout un pavé. Ça avait du sens, mais quand je le relis comme ça a beaucoup moins de sens. En plus, je l'ai en anglais, it can be used, mais je sais pas ce qu'est le it. Elle peut être utilisée. Bon, là. C'est alpha? Non. Non, mais tu sais, elle peut être utilisée. Ouais, j'imagine que c'est. Je sais pas où est-ce que c'est. Là, c'est vrai que j'ai pas mis le numéro de la page. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de retrouver. C'est pas important. Dans la méthode Silva, lorsque nous utilisons la dimension subjective pour changer ou modifier une situation problématique, nous appelons cela la programmation. Cette programmation s'effectue toujours dans une direction bénéfique pour toute personne concernée. Elle doit en être ainsi pour que cela puisse fonctionner. Alors ça, je l'avais mis en avant parce que justement, par rapport à ce qu'on avait nous dit et qu'on vous répète au moins une fois par vidéo, de dire il n'y a pas une intention de manipuler, diriger les gens dans une direction ou pour obtenir des choses que les personnes ne veulent pas, refusent, etc. Le but est toujours d'obtenir un deal, un bénéfice pour l'un, pour l'autre ou pour le groupe et pas pour une personne seule. Et de façon générale, et c'est pas que dans le business, c'est l'idée de la méthode Silva. C'est l'idée de constamment être ensemble plutôt que moi. Et si on revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, l'ego, on le met de côté, le groupe prend de la place et c'est un ensemble de non-ego qui va créer un together, un ensemble qui va faire quelque chose de productif et positif pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on tente vraiment de vous partager parce que ça fait partie de la méthode et même si là, on peut avoir l'impression de se dire « Oui, d'accord, mais la personne n'a pas envie de travailler et là, tu as programmé
pendant la nuit que à partir de maintenant, il aura envie plus de travailler, bah, est-ce qu'il avait vraiment plus envie de travailler? S'il avait vraiment pas du tout envie, t'inquiète qu'il travaillerait pas. Exact. Peut-être qu'il a trouvé Il peut quelque chose. accepter ou refuser. Exactement, exactement. Oui. Et pensez, hein, on peut même revenir sur notre parallèle toujours avec l'hypnose. Une suggestion, elle n'est jamais absolue. Une personne qui ne veut pas répondre à la suggestion, ne veut pas avoir une adhésion à cette suggestion, n'adhérera pas. Point. Si elle adhère, c'est que il y a quelque chose qui est quand même OK avec cette partie-là. Il faut juste garder ça en tête. La préprogrammation consiste à descendre à votre niveau au moment le plus propice de la nuit et à énoncer ou visualiser les actions produisant l'effet désiré. Alors, tu as vu, c'est intéressant parce qu'il a proposé au tout début du bouquin des trucs très concrets et au fur et à mesure, il définit. Il parlait de préprogrammation dès les premiers chapitres du livre, puis là, maintenant, il définit ce qui est programmation, préprogrammation, etc. Alors, oui, ouais, ça m'intéresse beaucoup ton feedback. Est-ce que la glande thymus, ça te parle ou pas? Le thymus? Ouais. Oui, Que... on doit frapper sur le thymus pour reconnecter avec son énergie. Je ne sais plus quel séminaire c'est. Ce n'est pas dans le cours de base, évidemment, mais oui. Parce qu'il en parle et je me disais, mais ça me dit quelque chose. Je sais que je l'ai vu, mais alors. Sans doute, oui. Mais c'était José lui-même qui montrait souvent ça, donc sans doute c'était encore le ultra. Quand on tapotait directement sur le thymus, on se stimulait, et voilà. Mais vraiment quelque chose de physique direct pour... Là, cette partie que j'ai prise, hein, c'était un petit peu pour mon souvenir et te poser la question, mais globalement, voilà ce qu'il dit. La glande thymus, elle est située dans la poitrine, à environ 4 cm, 1,5 pouce, sous le bord supérieur du sternum, là où celui-ci rejoint la gorge. Si vous tapotez le sternum avec vos doigts, vous faites vibrer la glande thymus située juste derrière, ce qui l'active. Jusqu'à récemment, les fonctions du thymus étaient largement méconnues, mais on lui soupçonne aujourd'hui un rôle de régulation. Il semble réguler d'autres systèmes, glandes et organes. Le tapoter semble établir une normalité dans un certain nombre de situations fonctionnelles, notamment en cas d'énergie anormalement basse. Je trouvais que c'était intéressant parce que, alors là encore, hein, on remet dans le contexte du boulot, et ça, il reviendra pas mal dessus. Le travail, le business, quel qu'il soit, c'est énergivore. Plus en plus vous allez avoir d'objectifs, plus vous voulez faire progresser votre poste, votre travail, etc., plus ça va vous prendre de l'énergie. Et l'énergie est quelque chose d'hyper important. Il faut réussir à le stimuler, il faut réussir à bien dormir, il faut réussir à bien récupérer, il faut réussir à diminuer le stress, il faut réussir... Il y a plein de choses à faire. Et cette idée-là était de dire, en gros, là, on stimule pour récupérer de l'énergie, pour réactiver quelque chose, pour être bien. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Pensez quand vous travaillez, oui, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre énergie, ça va influencer aussi les résultats que vous allez avoir dans ce que vous faites au quotidien. Si vous êtes enthousiaste et dynamique, vous influencerez également les personnes avec qui vous travaillez. Et là, on peut revenir sur cette notion de si je suis bien moi, j'ai de l'énergie, je suis positif et tout, il y a de fortes chances que les autres, si je le suis tous les jours, je puisse les motiver. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui énervent parce que tu as l'impression qu'elles sont toujours tout bien. Elle a l'air de bonne humeur et tout. Et il y en a, ils vont faire il m'énerve, il est toujours de bonne humeur, on a l'impression qu'il n'y a rien qui... Donc, ce n'est pas universel. Mais en général, ça, vous pouvez faire le test hyper facilement. Hein. Vous sortez dehors, vous souriez même aux inconnus. Et vous allez avoir des retours de sourire. Vous allez avoir parfois des gens qui ne vous ont jamais parlé, qui ont ça vous dire bonjour. Admettons que c'est là où vous vivez et que vous ne connaissez pas tout le monde. Vous allez vous rendre compte que des gens que vous croisez, si vous souriez, ils ne vont pas avoir la même énergie que quand vous faites la tête ou même quand vous avez une tête neutre. Donc, oui, il y a des gens, ça les énerve. C'est leur problème. Hein. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde et vos attitudes positives ne peuvent pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Mais globalement, ça apporte plus de positif. Moi qui fais toujours la gueule, moi qui suis toujours en train de faire je vous assure que les gens autour de moi, ils ne sont pas en train de me sourire. Hein.
Quand je fais mes tests sourire, déjà, j'ai l'impression que mon visage va casser parce qu'il n'a plus l'habitude. Et effectivement, c'est très drôle de voir les gens qui répondent complètement différemment et l'interaction qu'on a. C'est-à-dire que ça crée un lien, ça crée plein de choses. On sait, hein, le body language, la manière dont on va se tenir, si on est comme ça en mode énervé ou si on est plus ouvert, les épaules plus basses, poitrine sur l'avant, etc. On n'a pas du tout le même rapport avec les gens. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Dans le boulot, dans votre vie quotidienne, c'était Tony Robbins qui disait emotion make emotion et emotion make motion. Donc, c'est intéressant de se dire l'émotion crée l'action et le mouvement crée l'émotion. Donc, si vous êtes comme ça en mode oui, il y a forte chance que dans votre tête, votre émotion, elle soit plus vous tentez d'avoir un body language cool, plus vous parlez bien, plus vous êtes clean, plus vous essayez d'être OK. Et là, vous revenez à quoi? Au début de la méthode Silva, prends attention à ce qui se passe dans ta tête. Fais attention aux mots que tu utilises sans être dans une dictature, mais tentez d'être le plus positif, de trouver des choses bien valorisées, etc. Et plus vous allez sentir vous-même que vous vous sentez mieux à la fin de la journée, moins épuisé, et que vous allez avoir de meilleures interactions avec les autres. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, partout, mais c'est mieux. Et dans le boulot, c'est un gros plus. Si les gens, ils apprécient bosser avec vous, qui voient que votre énergie, elle est super cool, etc., ils ont peut-être envie plus d'être en lien avec vous. Et c'est très important que les gens comprennent que, oui, faisant un sourire, ça fait sentir mieux. Mais ils disent souvent, mais je ne sens pas, c'est pas un vrai sourire, c'est faux. Mais en fait, ils ne comprennent pas que, pas simplement les émotions influencent le corps, mais le corps influence les émotions. J'ai appris une fois une technique pour sentir mieux qui était prends un stylo et mets ça dans la bouche. Ouais. Automatiquement, le visage est dans la forme de sourire. Et automatiquement, on commence à sentir mieux. Donc, il y a vraiment une influence du physique. Donc, tu as absolument raison. Il faut faire comme si. Mais il y a pas longtemps, alors pour ceux qui suivent un peu, c'est Fabien Olicard qui en avait parlé. Et il avait fait un petit truc dessus à dire les études montrent que si tu gardes le sourire, tu te l'imposes, tu vas déjà toi te sentir mieux. Donc déjà rien que ça, c'est cool. Après, il y a un autre exemple qui est assez amusant. Bon, c'est bien sûr dans mon monde à moi, dans la boxe, les sports de combat. Il y a les combattants du Siam, donc du Muay Thai de Thaïlande. Ils sont connus pour se marrer tout le temps. Ils ont toujours un méga sourire. Et souvent, quand tu leur poses la question, ils disent, bon, déjà, c'est la culture thaï qui veut beaucoup le sourire. Mais en boxe, et moi, je l'ai testé, tu t'aperçois que tu es plus détendu, tu oses plus de choses, t'encaisses, les coups te font moins mal. C'est assez marrant. Et tu souris. Alors que tu es en train de te boxer la tronche. Et que la boxe thaï, elle fait mal. Mais tu vois que même ton corps se libère. C'est marrant, j'en parlais il y a 2 jours avec un copain. On disait, mais c'est marrant, dès qu'on commence à sourire et avoir un truc, tu oses plus de choses, ton corps est moins fermé, tes coups passent mieux parce que tu es moins tendu. Bref, il y a plein de choses qui se passent. Alors, c'est hyper intéressant. Donc, effectivement, le sourire, il n'est pas que dans votre tête. Il va vous faire du bien. Il influence des choses. Et oui, bien sûr, il y a des gens, vous allez les énerver à sourire tout le temps. Mais globalement, dites-vous, les gens préfèrent quand vous souriez. C'est quoi qu'il arrive. Un visage ouvert, un body language ouvert, ça change énormément de choses. Bon, on va s'arrêter là. Comme ça, au moins, on pourra revenir sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est très, très intéressant de parler de ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Non, je crois que je viens de dire pour le sourire, c'est important. Mais c'est pareil pour la statue du corps et tout ça. Si on se tient comme ça parce qu'on se sent misérable, c'est un cercle vicieux. Si on fait un petit effort pour se sentir comme ça, ça change tout. Ouais. Oui. Mais n'hésitez pas à écouter Robbins. Alors, c'est le Robbins des années 90, c'est pas le Robbins d'aujourd'hui. Vraiment, il expliquait ça super bien. Et en plus, vu qu'il avait sa grosse voix en mode, et lui, il a quand même, c'est un géant, donc il a du gigantisme. C'est marrant parce que vraiment, on voit, il se redresse et tu sens l'énergie qui ressort, en tout cas, qui veut faire émerger, et tu sens, ouais, c'est sympa. Donc, effectivement, c'est à nous de nous bouger. Personne ne vous impose de vous tenir comme ça ou autre. Oui, vous avez une vie qui n'est pas cool et tout. Redresse-toi, lève ta tête, détends-toi, relâche-toi, tente. Et testez ça, pas pendant une journée, mais testez ça pendant des jours et des jours, voire des semaines. Et dites-vous, voilà, si ça n'a pas donné de résultat dans 3 semaines, un mois, laissez tomber. Mais, à mon avis,
vous verrez que vos rapports aux autres et même votre rapport par rapport à la vie de façon générale peut se modifier. À vous de tester. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.